Ma femme pensait avoir gagné après le divorce, mais c'est moi qui ai gagné quand sa sœur a frappé à la porte et a dit « J'ai du vin, je peux entrer ?» J'ai souri et j'ai répondu « Bien sûr que tu peux. » Tout a commencé par un mensonge si audacieux qu'il m'a fait cligner des yeux 2 fois. « Tu la regardes ?» a dit Véronique, sa voix résonnant légèrement sur les murs de verre. Léa. N'insulte pas notre intelligence à tous les deux en le niant. Je me suis agité sur mon siège. Pardon ? Véronique s'est penchée en avant sur la table de conférence, les lèvres juste assez courbées pour passer pour un sourire, bien qu'il n'y ait rien de doux là-dedans. Ma sœur. Tu crois que je n'ai pas remarqué la façon dont tes yeux la suivent dès qu'elle est dans la pièce? Ce n'est pas vrai, ai-je dit, lentement, calmement, mais sentant déjà mon pouce accélérer. Tu imagines quelque chose qui n'existe pas. Elle a ri, un rire sec et froid. Bien sûr que tu dirais ça, mais je ne suis pas stupide, Thomas. Je connais les hommes comme toi. Toujours à la recherche du prochain refuge douillet où atterrir une fois que l'actuel devient incommode. Tu es incroyable, ai-je marmonné. C'est ta sœur. Je n'ai jamais regardé Léa de cette façon. Jamais. C'est ça. C'est pour ça que tes mains trouvent toujours autre chose à faire quand elle est près de toi. Tu n'arrives même pas à être normal en sa présence. C'est pathétique. Elle a croisé les bras, jetant un regard à son avocat, qui était assis en silence, le visage de pierre, probablement habitué à ce genre de guerre. Je me suis penché en avant. Tu penses que ça concerne Léa? Tu l'utilises comme un bouclier parce que tu ne peux pas simplement admettre que tu en as fini avec moi et que tu veux obtenir le règlement le plus simple possible. L'expression de Véronique n'a pas bougé. J'en ai fini avec toi. J'en ai fini de perdre mon temps avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais je ne partirai pas les mains vides. Elle a poussé une pile de papier sur la table. Signe. 50-50, ou je vais au tribunal avec la clause d'infidélité. Et crois-moi, Thomas, je ferai en sorte que ça tienne. Il n'y a rien qui tienne, ai-je lancé. Pas d'aventure, pas de preuve, parce que ça n'est jamais arrivé. Sa voix s'est faite basse, contrôlée. On n'a pas besoin de tromper au lit pour trahir un mariage. L'infidélité émotionnelle est tout aussi toxique. Et le juge, il sera d'accord avec moi, surtout quand je lui montrerai les messages que Léa t'a envoyés. Je me suis figé. Quel message? Ses lèvres ont tressailli. Exactement. Mon estomac s'est noué. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, mais je connaissais Véronique. Elle n'avait pas besoin de la vérité. Elle avait juste besoin d'un récit. Tu entraînerais vraiment Léa là-dedans, ai-je dit doucement. Tu la démolirais pour m'atteindre? Véronique s'est adossée, lissant sa blouse en soie comme si elle époussetait sa conscience. C'est une grande fille. Elle s'en remettra. Toi, c'est toi qui es sur le point de tout perdre. Je l'ai dévisagée. Cette femme que j'avais autrefois aimée, qui était maintenant assise en face de moi comme une stratège se préparant à la guerre, pas une épouse mettant fin à un mariage. Pourquoi fais-tu ça, ai-je demandé, la voix rauque malgré tous mes efforts pour la contenir. Qu'est-il arrivé à la simple honnêteté? Je suis honnête, a-t-elle dit, les yeux froids comme de l'acier poli. Je veux partir, et je veux ce qui m'est dû. Et tu penses que me faire du mal au passage n'est qu'un bonus? Elle a souri pour de vrai cette fois. Non, Thomas. Te faire du mal, c'est le but. C'est à ce moment-là que j'ai su que discuter ne m'apporterait rien d'autre que plus de blessures. Elle avait déjà réécrit l'histoire dans sa tête, et je n'étais plus le personnage principal. J'étais le méchant, celui dont on pouvait se débarrasser. J'ai attrapé le stylo. Tu signes, a-t-elle dit, prise au dépourvu. J'ai hoché la tête une fois. Tu veux ta guerre? Je ne te la donnerai pas, prends tes 50%, prends ton histoire. Tu ne vas même pas te battre, a-t-elle dit, la voix montant d'une demi-octave. Non, ai-je répondu, parce que me battre signifierait que je te veux encore. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que toutes les disputes que nous avions eues l'année passée. J'ai poussé les papiers signés vers elle, me suis levé lentement et me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, je l'ai entendu dire, juste assez fort pour que ça me parvienne, tu le regretteras, Thomas. Je me suis arrêté sur le seuil, la main sur le cadre de la porte. Je ne me suis pas retourné. C'est déjà le cas.
Et sur ce, j'ai quitté la pièce, j'ai quitté son monde. Et quelque part au fond de moi, je savais que quelque chose m'avait été volé. Pas seulement par elle, mais par mon silence. Parce que je ne m'étais pas battu. Pas encore. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Pas seulement calme, assourdissant. Le genre de silence qui donne l'impression que les murs se resserrent un peu. Le genre qui fait écho à chacun de vos mouvements, à chacune de vos pensées. La moitié des étagères étaient vides. Les meubles étaient trop espacés, comme s'ils avaient été disposés par quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de rester longtemps. Le lit que je partageais autrefois ressemblait maintenant à celui d'une chambre d'hôtel, bien rangé, froid, oublié par l'amour. Je me suis enfoncé dans le seul véritable réconfort que je possédais, l'accoudoir effiloché d'un vieux fauteuil en cuir que nous avions acheté en emménageant à Lyon. Véronique l'avait qualifié de « moche chic ». Je l'avais qualifié de « non négociable ». C'était la seule chose qui avait encore mon odeur. Une boîte de plats à emporter reposait en équilibre sur mon genou, intacte. Mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir de la cuisine, mais je n'ai pas bougé. Je m'en fichais. Probablement un des gars du travail qui prenait des nouvelles. Il savait que j'avais déménagé. Il ne savait juste pas ce que j'avais perdu. Mes yeux se sont portés sur un petit cadre encore posé sur l'étagère, Véronique à notre mariage. Ce sourire classique, la robe blanche, et Léa juste à côté, tenant le bouquet avant le lancer. Son expression était illisible. Léa. Son nom pesait lourd dans mon esprit. J'ai penché la tête en arrière et fermé les yeux. Et soudain, j'avais de nouveau 21 ans. Dernière année, fin du printemps, le campus universitaire brillant de cette lumière dorée qui rendait tout possible. J'étais assis sur la pelouse, esquissant des plans d'étage dans un carnet en lambeaux. C'était moi, ça, toujours à penser au bâtiment, à construire des choses, à construire quelque chose. Et elles sont passées. Véronique d'abord, bruyante, riant, un rouge à lèvres rouge-feu, traînant de l'énergie derrière elle comme un sillage. Léa suivait à quelques pas, les cheveux derrière une oreille, un sourire doux qui semblait voir à travers les gens. Elles étaient des opposés, et j'étais partagé. Véronique me donnait une sensation électrique, comme si je devais sprinter juste pour suivre. Son énergie me sortait de ma tête, me faisait courir après l'ambition, des rêves plus grands, des plans plus risqués. Je me sentais plus vif à ses côtés, plus vivant, plus comme l'homme que je pensais devoir être. Mais Léa était différente. Elle écoutait. Écoutait vraiment. Je me souviens encore d'elle, appuyée sur la balustrade devant l'atelier d'art pendant que je parlais d'espace modulaire, hochant la tête, posant des questions que personne d'autre ne posait. J'avais ressenti une sorte de paix à ses côtés que je ne savais pas expliquer. Je me souviens qu'une fois, tard après un événement sur le campus, nous étions allés tous les trois au café de la rue de la République. Véronique était toute excitée à l'idée de lancer un podcast. J'étais distrait, fatigué, et Léa, elle avait discrètement retiré son écharpe de son cou et me l'avait tendue en remarquant que je frissonnais. Elle n'avait pas dit un mot, juste souri. C'était Léa. Et j'avais su. Je savais à l'époque qui me voyait vraiment. Mais je savais aussi que Véronique était le chemin vers quelque chose de rapide, d'impressionnant. Elle était audacieuse, brillante et impitoyable avec ses objectifs. Je me suis dit que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de son élan. Alors, j'ai poursuivi la tempête, je l'ai épousée, et me voilà, assis seul dans un appartement dépouillé, me demandant si j'avais construit ma vie sur un château de sable. J'ai rouvert les yeux. Le cadre photo était toujours là. Je me suis levé, l'ai pris et j'ai fixé le sourire de Véronique. Pas la femme dans le bureau au mur de verre d'aujourd'hui. Pas celle qui s'était penchée sur une table polie et m'avait accusé de regarder sa sœur. C'était la version antérieure, celle que j'avais choisie, qui n'avait pas encore été affûtée pour devenir quelqu'un d'assez froid pour utiliser sa famille comme une arme. Mais peut-être qu'elle avait toujours été sur cette voie. Et peut-être que moi aussi. Peut-être que j'ai choisi la femme qui ressemblait au succès parce que je ne croyais pas mériter celle qui ressemblait à un foyer. L'air semblait plus froid maintenant. J'ai laissé tomber la photo dans un tiroir et je l'ai refermée. Loin des yeux, encore trop présent dans l'esprit. La pluie a commencé juste après 19 h. Légère d'abord, puis plus forte,
régulières contre les fenêtres comme des doigts tambourinant un rythme impatient. Je n'avais pas encore allumé les lumières. L'appartement était sombre, baigné de cette lueur bleu-gris qu'on a juste avant que la nuit ne s'installe vraiment. J'étais sur le canapé, un bras sur mes yeux, essayant de ne pas trop penser, ce qui signifiait, bien sûr, que je pensais plus que jamais. Puis on a frappé. Pas fort, juste là. 3 coups doux. Je me suis redressé, le cœur battant une fois pour des raisons que je ne pouvais expliquer. Un autre coup. J'ai marché jusqu'à la porte, l'ai ouverte, et elle était là. Léa. Les cheveux humides collés à ses épaules, une bouteille de vin rouge dans les bras, son sourire à la fois incertain et familier. « Salut », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « Salut. Bonjour. » Je sais que c'est inattendu. J'étais dans le coin. Et sa voix s'est éteinte, son regard passant derrière moi comme si elle n'était pas sûre de devoir être là. « Entre », ai-je dit avant qu'elle ne puisse se dissuader. Elle est entrée lentement, faisant attention de ne pas faire couler d'eau partout sur le sol. J'aurais dû envoyer un message. Je ne voulais juste pas te donner une chance de dire non. J'ai eu un petit rire sec. Tu as apporté du vin. Personne ne dit non au vin. Je me suis dit que tu en aurais besoin, a-t-elle dit en posant la bouteille sur le comptoir de la cuisine. Enfin, peut-être que nous en avons besoin. Nous nous sommes retrouvés à la petite table de la cuisine. 2 verres dépareillés, la bouteille à moitié vide. La pluie tapotait toujours doucement contre les fenêtres comme un métronome marquant le temps. Elle a fait tourner son vin, le regardant comme s'il contenait des réponses. Je ne m'attendais pas à te voir au bureau de l'avocat, a-t-elle dit finalement. J'ai expiré par le nez. Je ne m'attendais pas à y être. Léa a hoché la tête slowly, puis a levé les yeux, son regard rencontrant le mien. Véronique a dit certaines choses, des choses que je n'ai pas crues. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche. Comme quoi? Elle a hésité. Que je me suis mise entre vous deux. Que j'ai essayé. Ce n'est pas vrai. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, fermement. Je le sais. Ses épaules se sont légèrement détendues. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais je ne lui ai pas parlé depuis des jours. Elle m'a bloqué partout. Elle m'a envoyé des messages méchants. Elle a dit que j'étais déplacé de même te répondre. J'ai fixé la table, la mâchoire serrée. Ça lui ressemble. Je n'ai jamais voulu causer de problème, Thomas, a-t-elle dit doucement. Je suis resté à l'écart parce que je pensais que j'aidais. J'ai de nouveau levé les yeux. Léa, si jamais je t'ai donné l'impression que je ne t'appréciais pas à l'époque, à l'université, je suis désolé. Tu n'as jamais été le plan de secours. Je ne savais juste pas comment choisir le calme plutôt que le feu. C'est de ma faute. Elle a souri gentiment, les yeux brillants. Je ne t'en veux pas. Tu as choisi ce qui avait du sens à l'époque. Tu voulais construire quelque chose de grand. C'est vrai, ai-je gloussé amèrement. Il s'avère que je l'ai construit sur une faille sismique. Cela l'a fait rire. Vraiment rire. Le genre de rire qui vient du cœur. Brut et authentique. Mon Dieu, je n'avais pas entendu ce son depuis des années. Je n'avais même pas réalisé à quel point il me manquait. Tu as toujours été nul en métaphores, a-t-elle dit en sirotant son vin. Je maintiens mes métaphores architecturales. Nous avons ri tous les deux alors, le son s'étirant et réchauffant les murs. Quelque chose a changé. Pas bruyamment, juste doucement. Elle m'a regardé, plus tendrement maintenant. Je suis contente que tu ailles bien. J'ai hoché la tête. Pas bien, mais mieux maintenant. L'espace entre nous semblait plus petit qu'il y a 10 minutes, comme si quelque chose de non dit commençait à le combler. Pas romantique, pas encore, juste réel. Elle est restée 1 heure de plus. Nous avons parlé de bêtises de l'université, les professeurs que nous détestions, les concerts où nous nous étions faufilés, les vieux carnets qu'elle avait gardés. Pendant un instant, j'ai oublié les avocats, les signatures et les accusations. J'ai oublié le froid. Je me suis juste souvenu de ce que c'était que de ne pas jouer un rôle. Et quand elle est partie, le manteau zippé, le parapluie au-dessus de sa tête, je l'ai regardé s'éloigner sous la pluie. L'appartement semblait différent après son départ.
toujours calme, mais plus vide. C'était un jeudi, calme, anodin. Je venais de rentrer du travail et les clés jetées sur le comptoir, la chemise à moitié sortie du pantalon quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Véronique. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes. Son seul nom suffisait à tendre mes épaules comme si quelqu'un tirait sur une corde. J'ai répondu. Thomas, a-t-elle dit, sans salutation, sans pause. Elle était là. Mon dos s'est redressé. Quoi? Ne joue pas l'idiot, a-t-elle lancé. Léa. Était-elle à ton appartement? Je me suis appuyé contre le comptoir, me passant une main sur le visage. Pourquoi me demandes-tu ça? Il y a eu une pause, sèche et chargée de sous-entendus. Parce que je sais qu'elle y était. J'ai vu un signal de localisation près de chez toi. Elle a désactivé sa localisation après, mais pas avant que je ne le voie. Tu la suis maintenant, ai-je demandé, incrédule. Je la protège. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. J'ai ri une fois, amèrement. C'est une femme adulte. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Ne sois pas suffisant, Thomas, a-t-elle sifflé. Tu penses que parce que nous sommes divorcés, tu peux faire tout ce que tu veux. Je pense exactement ça, ai-je dit, la voix basse. C'est ça, le divorce. Une autre pause. Je pouvais presque entendre sa mâchoire se crisper. Tu n'as pas le droit d'entraîner ma sœur dans ta spirale de consolation. Elle est passée. Nous avons parlé. C'est tout. Bien sûr que vous avez parlé, a-t-elle dit d'un ton moqueur. C'est ta technique. Tu écoutes. Tu hoches la tête. Tu joues la victime compréhensive. Tu joues toujours un rôle, et tu réécris toujours le scénario pour qu'il corresponde à ta version de la réalité. Ne me prends pas de haut. Alors ne m'appelle pas, ai-je rétorqué. Tu voulais que je parte. Tu voulais le contrôle. Tu as eu les deux. Tu penses que ça te rend libre, a-t-elle dit, soudainement plus silencieuse, plus froide. Elle ne reviendra pas, Thomas. Cela m'a arrêté. Quoi? Tu m'as entendu. Tu lui as dit quelque chose? Un long silence. Léa sait ce qu'est la loyauté. Elle ne te choisira pas. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Pas parce que c'était vrai, mais parce qu'elle voulait que ce le soit. Je ne suis pas en compétition avec toi, Véronique, ai-je dit lentement. C'est la différence. Tu brûles les gens quand ils arrêtent de graviter autour de toi. J'ai fini de tourner en rond. Elle a ricané comme si mes mots n'étaient que du bruit. Tu penses être la victime ici, mais ce n'est pas le cas. Tu es juste faible. Tu l'as toujours été. Peut-être, ai-je dit. Mais au moins, je n'ai pas peur des gens qui voient clair en moi. Il n'y eut pas de réponse. Juste le son de sa respiration contrôlée, en colère, calculatrice. Puis le clic de la ligne qui se coupe. Je suis resté là un long moment, fixant le téléphone, le cœur battant. Pas de peur, de clarté. Il ne s'agissait pas de la visite de Léa. Il ne s'agissait pas du tout de moi. Il s'agissait de Véronique réalisant pour la première fois qu'il y avait une partie de sa vie qu'elle ne pouvait plus manipuler. Et ça la terrifiait. Le trajet jusqu'à chez Léa m'a semblé plus long que d'habitude. La pluie maculait le pare-brise en fine traînée, le genre qui fait briller les feux de circulation comme du verre fondu. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je ne voulais pas lui donner une chance de me dire de ne pas venir. Ma poitrine était serrée tout le long du chemin. Quand je me suis garé devant sa maison de ville, la lumière de son Porsche était déjà allumée, comme si elle savait que je viendrais de toute façon. Elle a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Ses yeux étaient rouges. Thomas, a-t-elle murmuré. Sa voix tenait à peine. Tu ne devrais pas être ici. Je devais te voir. Elle est restée là, agrippée au cadre de la porte comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Puis elle a reculé sans un mot, me laissant entrer. L'endroit était chaleureux, sentait légèrement la camomille et quelque chose qui avait cuit et refroidi depuis longtemps. Le salon était petit mais habité. Des livres sur la table d'appoint, une couverture pliée sur le bras du canapé. Ça ne ressemblait en rien à la précision froide de Véronique. Ça semblait sûr. Je me suis tourné pour lui faire face,
mais elle essuyait déjà ses yeux. Elle m'a appelé, a dit Léa avant que je puisse même parler. Juste après t'avoir appelé, je suppose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, sa voix s'est brisée et elle s'est détournée, marchant vers la cuisine juste pour ne pas s'effondrer. Elle a dit que j'étais pathétique, que je détruisais des vies, que j'avais toujours été jalouse d'elle et que maintenant je le prouvais. Je l'ai suivie, lentement, prudemment. Tu n'as rien détruit, Léa. Tu n'as pas causé notre divorce. Elle pense que si. Et elle s'est retournée, les yeux brillants. Peut-être qu'elle le croit parce qu'au fond de moi, je me demande si je ne l'ai pas fait aussi. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. Ne fais pas ça. J'ai vu comment elle me regardait, Thomas. Comme si je n'étais rien. Comme quelque chose qu'on gratte sous sa chaussure. Et je l'ai laissé dire ces choses. Je ne me suis même pas défendu. J'ai juste écouté. Elle te manipule, ai-je dit, parce que c'est ce qu'elle fait quand elle sent le pouvoir lui échapper. Léa a serré ses bras autour d'elle. Elle m'a dit de te bloquer. Que si j'avais le moindre sens de la décence, je ne te parlerais plus jamais. Et tu l'as fait? Non, a-t-elle dit. Mais j'ai failli. Je me suis approché, la voix calme. Léa, ce mariage est mort il y a longtemps, bien avant que tu n'apparaisses à ma porte avec cette bouteille de vin. Tu ne l'as pas brisée. Tu as juste traversé les ruines par hasard. Elle m'a regardé comme si elle ne le croyait pas tout à fait encore, mais elle voulait y croire. Je me suis assis à sa table de cuisine. Tu me fais confiance? Elle a hésité. Puis, finalement, oui. J'ai hoché la tête. Alors fais confiance à ceci. Véronique ne décide pas de ce qui se passe ensuite. Pas pour moi. Pas pour toi. Léa s'est assise sur la chaise en face de moi. Ses épaules tremblaient encore, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Pas de la peur, pas de la culpabilité, juste de l'épuisement, et la plus faible lueur d'espoir. Elle a murmuré, je ne sais plus ce que je fais. Tu fais de ton mieux, ai-je dit. Et tu n'es pas seul là-dedans. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait en dire plus, mais les mots n'étaient pas encore prêts. Alors, nous sommes restés assis là, en silence pas gênant, pas vide, juste un silence qui laissait de la place à la vérité. Il était près de minuit. Je ne pouvais pas dormir. Pas vraiment. J'avais quitté la maison de Léa des heures plus tôt, mais ses mots, ses yeux, sa douleur s'accrochaient encore à moi comme la fumée sur les vêtements. J'étais assis sur le bord de mon lit, le pouce parcourant paresseusement mon téléphone, essayant d'éteindre mon cerveau. Les nouvelles, la météo, des photos de gens souriant à travers des filtres prétendant être la vraie vie. Et puis c'était là, une photo que je ne m'attendais pas à voir. Véronique, vêtue de noir, le bras passé autour d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il avait l'air suffisant et soigné de quelqu'un qui payait un entraîneur personnel et savait quels angles le rendaient juste assez viril. Sa main reposait trop confortablement sur sa taille. Ils étaient dans un bar chic sur un toit des verres de vin éclairés, des lumières scintillantes derrière eux. Son sourire était vrai, ou du moins assez convaincant pour quiconque ne la connaissait pas. La légende, un an aujourd'hui, avec un emoji cœur. Je me suis figé. J'ai fixé cette légende si longtemps que l'écran a commencé à s'assombrir. Un an aujourd'hui. J'ai vérifié la date. J'ai fait le calcul. Cela signifiait que pendant que nous étions encore mariés, pendant que j'étais dans cette maison à réparer l'évier, à lui faire du café, à prétendre que nous traversions juste une mauvaise passe, elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Pas un flirt, pas une aventure, une relation. J'ai posé le téléphone lentement alors qu'un nouveau genre de silence emplissait la pièce. Ce n'était pas de la confusion ou du chagrin. C'était de la clarté. Elle ne s'était pas seulement servie de moi. Elle m'avait trompé froidement, tranquillement, tout en montant un plan pour me faire passer pour le coupable. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit et j'ai sorti le contrat de mariage original signé il y a 6 ans, à l'époque où je pensais encore que ce genre de choses n'étaient que des formalités. Juste là, noir sur blanc, la clause d'infidélité. Si l'une des parties était reconnue coupable d'adultère pendant le mariage, la partie coupable renonçait à tous ses droits sur les biens communs. Tout. Elle m'avait menacé avec ça, l'avait utilisé comme une arme. Maintenant, c'était mon tour.
Le lendemain matin, j'étais assis en face de mon avocat, Richard Dubois, un type aux yeux bienveillants et à l'instinct de requin. Il a feuilleté le contrat de mariage, hochant lentement la tête. Elle a triché, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur le bureau. La photo brillait sous les lumières de son bureau. Il a baissé les yeux, a haussé un sourcil. Vous êtes certain que la chronologie coïncide? La légende dit, 1 an. C'est 10 mois avant qu'elle ne demande le divorce. Nous étions encore mariés, vivant ensemble. D'autres preuves? Pas encore, mais c'est public. Je parie qu'il y en a plus. Richard s'est adossé. Vous réalisez ce que cela signifie? J'ai hoché la tête. Ça signifie qu'elle m'a manipulé, et maintenant nous rendons l'appareil. Il a tapoté son stylo contre la clause. Nous pouvons rouvrir l'accord de règlement, mais nous aurons besoin de plus qu'une légende. Je veux un polygraphe. Ce ne sera pas admissible au tribunal, mais ça la déstabilisera. Gravement. J'ai plissé les yeux. Elle ne l'acceptera pas. Elle n'est pas obligée. Nous avons juste besoin qu'elle réagisse. Il a souri, de ce sourire lent et confiant qui me faisait savoir que les choses étaient déjà en mouvement. Je vais rédiger la demande aujourd'hui, a-t-il dit. Voyons à quel point ce masque est solide. Je me suis levé, les épaules un peu plus droites qu'elles ne l'avaient été depuis des semaines. Merci, Richard. Ne me remerciez pas encore, a-t-il dit, tapant déjà un courriel. Ce n'est que le premier coup. En sortant dans l'air vif de décembre, je ne me sentais plus en colère. Je me sentais prêt. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que les fissures apparaissent. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis que j'avais déposé la demande officielle par l'intermédiaire du bureau de Richard. Juste le silence. Pas d'appel dramatique, pas de message, pas de menace déguisée en inquiétude jusqu'à ce soir. J'étais assis sur mon balcon, l'air hivernal piquant ma peau, quand mon téléphone s'est allumé dans ma paume. Véronique encore. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Thomas, a-t-elle dit immédiatement. Pas d'agressivité, pas de préambule, juste mon nom enrobé de tension. Sa voix semblait tendue, contrôlée en surface, mais en dessous, j'entendais le tremblement qu'elle essayait de cacher. J'ai eu des nouvelles de mon avocat, a-t-elle poursuivi. Tu demandes un polygraphe. C'est exact. Une pause. Pas du genre dramatique. Celle-ci était authentique. Le genre qui survient quand quelqu'un ne sait pas quoi dire ensuite. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle finalement dit. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, Thomas, a-t-elle répété, plus doucement maintenant, presque fragile. Un détecteur de mensonges. Qu'est-ce que tu essaies même de prouver? Je n'essaie rien de prouver, ai-je répondu. Tu l'as déjà fait pour moi quand tu as posté une photo avec l'homme avec qui tu es apparemment depuis 1 an. Ce n'est pas, a-t-elle commencé, mais c'est arrêté. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Si cela devient public, je ne le fais pas pour la publicité, Véronique, les jeux interrompus. Ce n'est pas un coup monté. C'est la vérité. Froide, silencieuse, légale. Sa respiration s'est étranglée. C'était faible, mais je l'ai entendu. Tu es en train de détruire nos 2 vies, a-t-elle dit. Non, tu l'as déjà fait, ai-je répondu calmement. J'ai juste arrêté de prétendre que le feu n'était pas là. Un autre silence. Et cette fois, il fut long. Je pouvais pratiquement l'entendre se démener, chercher quelque chose qui fonctionnerait sur moi. Un ton, une phrase, des mots soigneusement choisis qui me faisaient plier autrefois. Mais ces jours étaient révolus. Je ne veux pas traverser ça, a-t-elle finalement dit. Je ne voulais pas traverser un divorce bâti sur la manipulation, ai-je répondu. Alors pourquoi ne t'es-tu pas battu contre moi, a-t-elle lancé soudainement, la panique se transformant en colère. Pourquoi n'as-tu rien dit avant de signer les papiers? Parce que tu avais déjà fait ton coup, ai-je dit. Tu as mis en scène la situation, joué le rôle, contrôlé le récit. Discuter avec toi n'aurait fait qu'ajouter des applaudissements à ta performance. Je pouvais presque l'entendre cligner des yeux. Le silence à son bout du fil était plein de fierté ravalée. Elle a réessayé. Plus doucement, de manière calculée. Thomas, si tu suis cette voie,
ça ne finira pas proprement. Tu blesseras des gens. Tu me blesseras. La voilà. La vieille carte. La culpabilité. Je n'ai pas sourcillé. Tu es entré dans ma vie avec des mensonges, Véronique, ai-je dit lentement. Maintenant, j'entre dans la tienne avec la vérité. Ce n'est pas de la cruauté. C'est l'équilibre. Rien. Pas de souffle, pas de clic, juste le silence. Et dans ce silence, j'ai tout entendu ce dont j'avais besoin. Elle n'était pas choquée. Elle n'était pas confuse. Elle était acculée. Cela n'a pas à aller au tribunal, a-t-elle dit finalement, la voix basse. Nous pourrions parler. Juste toi et moi. Nous avons dépassé ce stade, ai-je dit. Et tu le sais. Quelques secondes passèrent. Puis la ligne s'est coupée. Je me suis adossé dans le fauteuil, laissant l'air froid s'installer dans mes poumons. Elle avait toujours parlé avec certitude. Mais cette fois, elle a raccroché sans. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai senti son contrôle lui échapper. L'air dans le parc était vif mais calme. Les lampadaires bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant de longues ombres sur le chemin. Je marchais sans but, les mains dans les poches de mon manteau, le col relevé contre le vent, juste en mouvement, essayant de me vider l'esprit. Mais il me suivait. Chaque pensée, chaque fragment des derniers jours marchait à mes côtés comme des fantômes qui ne voulaient pas lâcher prise. La voix de Véronique résonnait encore dans mes oreilles. Ce changement subtil de la panique à la pression. La façon dont elle se recalibrait toujours en pleine conversation, comme si elle pouvait sentir la perte de contrôle et se précipiter pour le reprendre. Mais la partie qui persistait le plus, Léa. J'ai ralenti près d'un banc et je me suis assis, les coudes sur les genoux, regardant l'étang. L'eau était calme, sans ondulation, comme si elle attendait. Pourquoi Véronique s'en était-elle prise à elle? Cela n'avait aucun sens. Elle avait le divorce. Elle a obtenu le silence qu'elle voulait de moi. Elle était déjà passée à autre chose il y a un an si cette photo disait la vérité. Alors pourquoi s'en prendre à la seule personne qui n'avait rien fait d'autre que de se présenter avec une bouteille de vin et un doux sourire? Parce que Véronique ne supportait pas de perdre sans désigner quelqu'un d'autre comme le méchant. Et Léa était trop facile à blâmer, trop proche, trop décente. J'ai pensé à la façon dont ses mains tremblaient quand elle m'a raconté ce que Véronique avait dit. La culpabilité qu'elle portait comme si c'était de sa faute, juste pour exister dans mon orbite. Elle avait toutes les chances de s'en aller, de croire aux mensonges, de me laisser me débrouiller seule. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a laissé entrer. Et Véronique ne pouvait pas supporter ça. Parce qu'au fond, je pense qu'elle savait que Léa avait quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Pas l'ambition, pas la stratégie, pas le pouvoir, mais la paix. Le genre de paix qu'on ne peut pas fabriquer avec de l'argent ou des menaces. Le genre qui vient du fait de savoir qui l'on est, même quand le monde essaie de déformer le miroir. Véronique se vantait d'être imprévisible. Elle le portait comme un parfum. Elle disait que les gens craignaient le chaos parce qu'ils ne pouvaient pas le contrôler et que cela en faisait l'outil le plus puissant dans toute relation. Mais le contrôle n'équivaut pas à l'amour, et la peur n'équivaut pas à la loyauté. J'ai pris une lente inspiration et l'ai laissé se transformer en buée devant moi. Je l'avais laissé façonner trop d'années de ma vie. Les plier, les rediriger, les réduire au silence. J'ai suivi le mouvement pour l'image, pour la commodité, pour ne pas transformer chaque désaccord en zone de guerre. Mais maintenant le silence ressemblait à de la force. Je me suis levé et j'ai continué à marcher, un pied devant l'autre, non pas vers quelque chose de précis, mais juste en avant. Cette ancienne version de moi, celle qui pesait chaque mot, qui tressaillait à chaque changement de ton de sa part, cet homme avait quitté les lieux il y a des semaines. Maintenant, je me déplaçais avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de plan pour la blesser. Pas besoin d'égaler ses tactiques. Juste le rythme calme et régulier de mes propres pas. Elle n'allait pas réécrire ce chapitre. Plus maintenant. Je ne regardais pas en arrière. Et si Léa était encore quelque part devant dans tout ça, si elle n'avait pas été repoussée trop loin, alors peut-être que pour une fois, je pourrais choisir quelque chose qui ne nécessitait pas de me perdre. J'ai atteint le bord du parc, j'ai fait une pause et j'ai levé les yeux vers le ciel. Il était nuageux, mais je pouvais sentir les étoiles derrière, attendant juste.
Les salles d'audience ne sont pas faites pour le confort. Des bancs durs, des lumières qui bourdonnent, le lent écoulement du temps qui s'étire entre chaque coup de marteau et chaque soupir. Elles ne sont pas censées être personnelles, mais tout dans cette journée l'était. Véronique était assise de l'autre côté de l'allée, vêtue d'un blazer marine, les jambes croisées, les mains serrées trop fort sur ses genoux. Son talon battait un rythme rapide et nerveux sur le carrelage. C'était la première fois que je la voyais visiblement mal à l'aise en public. Pas énervée, pas calculatrice, juste en train de craquer. L'huissier a appelé à l'ordre. Le juge Martin est entré, grand, la mâchoire carrée, le genre de présence qui réduisait la pièce au silence avant même qu'il n'ouvre la bouche. Richard s'est penché vers moi et a murmuré, « Restez silencieux. Laissez la vérité travailler pour vous. » J'ai hoché la tête une fois. Véronique a jeté un regard en arrière vers moi, nos yeux se sont croisés un bref instant. Son expression n'était pas colérique ou arrogante cette fois. Elle avait peur. L'audience a commencé. Formalité, déclaration. Puis le juge s'est tourné vers Richard. Vous avez déposé une requête en révision du partage des biens en vertu de la section B du contrat de mariage. Oui, votre honneur, a répondu Richard, toujours aussi calme. Pour motif d'infidélité. Nous avons des preuves soutenant une relation extra-conjugale d'1 an pendant le mariage, ainsi qu'une soumission volontaire à un polygraphe qui confirme la même chose. L'avocat de Véronique s'est levé. Votre honneur, les résultats du test ne sont pas admissibles. J'en suis conscient, a interrompu le juge. Mais je considérerai le contexte de la chronologie et toute preuve corroborante. Richard a cliqué sur une télécommande. L'écran s'est allumé derrière nous. La photo de Véronique avec l'homme de son fil d'actualité a rempli l'écran. Daté, horodaté, légendé. Puis une autre photo, une autre légende, une autre date. Chacune atterrissant comme un coup de marteau. Puis le rapport du polygraphe, sec, clinique, mais en gras en haut, déni non concluant. Indication de tromperie. Véronique s'est agitée sur son siège. Son avocat s'est penché, chuchotant frénétiquement, mais elle a juste fixé l'écran, figé. Richard a continué, nous avons également des données GPS et des métadonnées correspondantes du téléphone de l'intimé qui confirment sa présence aux mêmes endroits que Monsieur David, son partenaire présumé, plusieurs nuits au cours du mariage. Le juge a haussé un sourcil. Madame le roi, a-t-il dit en s'adressant à Véronique. Contestez-vous l'existence de cette relation pendant le mariage? Elle a hésité. Tout le monde attendait. Puis, doucement, à peine audible, elle a dit « non ». Un silence s'est abattu sur la salle. Le juge n'a pas réagi. Il a simplement baissé les yeux sur les documents, a tourné une page et a hoché la tête. Alors, sur la base des termes décrits dans le contrat de mariage et de la violation vérifiée de la fidélité conjugale, je rétablis par la présente la pleine application de la clause 8C. Tous les biens matrimoniaux précédemment partagés seront transférés en totalité au demandeur, Monsieur Thomas Lambert. Un hoquet quelque part derrière moi, une malédiction marmonnée par l'avocat de Véronique. Mais Véronique n'a pas parlé. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle est juste restée assise là, fixant ses genoux. Le juge a poursuivi, ceci conclut notre audience. Le transfert du règlement final sera traité dans les 30 jours ouvrables. La séance est levée. Le marteau a frappé une fois, puis Véronique s'est effondrée. Elle a couvert son visage, les épaules secouées par le premier sanglot qui a déchiré son sang-froid. Sa voix s'est brisée, pas forte, pas dramatique, juste brute. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste regardé son monde s'écrouler dans l'espace même où elle détenait autrefois toutes les cartes. Elle était entrée dans cette salle d'audience pour protéger un empire de mensonges. Mais la vérité ne bronche pas. Elle ne discute pas. Elle attend simplement. Et aujourd'hui, elle a enfin parlé. Je me suis levé alors que la salle se vidait, j'ai ajusté mon manteau et je suis passé devant elle sans un mot. Non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ne lui devais rien. Pas même le réconfort de mon attention. Les marches du palais de justice résonnaient sous mes chaussures, sèches, régulières. L'air hivernal me mordait les joues, mais je ne me suis pas pressé. Après tout ce qui s'était passé à l'intérieur, je n'allais pas fuir la faim. J'étais arrivé à l'autre bout du parking avant d'entendre sa voix derrière moi.
Thomas, attends. Je me suis arrêté. Pendant un instant, j'ai juste regardé droit devant, observant la vapeur s'échapper d'une bouche d'égout à proximité, les voitures partant une par une. Puis je me suis retourné. Elle marchait vite, ses talons claquant sur le bitume, une main agrippant la lanière de son sac de créateur comme si c'était une armure. Ses yeux étaient cerclés de rouge, son maquillage tenant à peine. « Je dois te demander quelque chose », a-t-elle dit, son souffle visible dans le froid. « Pourquoi ? Pourquoi quoi ?» Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle avait l'air frustrée, comme si, même maintenant, elle ne pouvait pas croire qu'elle n'avait pas déjà le dessus. « Pourquoi as-tu fait ça devant tout le monde ? Pourquoi m'humilier comme ça ? Tu aurais pu gérer ça discrètement. » J'ai cligné des yeux, puis j'ai fait un pas de plus. Gérer ça discrètement, ai-je répété. Comme la façon dont tu as géré une relation secrète d'1 an dans mon dos tout en montant un dossier pour m'enterrer ? Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Elle a baissé les yeux un instant, puis m'a regardé de nouveau, les yeux brillants. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Non, tu ne pensais pas que je me défendrais. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti, alors j'ai continué. Tu as fait des choix, Véronique. Des choix froids. Tu m'as démoli en privé, puis tu as souri au monde entier. Tu as transformé ta sœur en arme. Tu m'as fait sentir que j'étais fou de voir les fissures. Et le pire, c'est que tu t'attendais à ce que je te remercie pour la façon dont tu es parti. Je ne savais pas ce que je faisais, a-t-elle dit doucement. Si, tu le savais. Ce silence à nouveau. Celui où la vérité se dresse entre deux personnes comme un mur infranchissable. Elle a tendu la main, ses doigts se levant à peine. Thomas, mais j'ai reculé. Non. Un mot. Ferme. Final. Je ne me suis pas battu contre toi dans ce bureau. Je n'ai pas rejeté la faute quand tu réécrivais notre histoire. Mais je ne porterai pas ta culpabilité. Elle t'appartient. Sa main est retombée. Je me suis retourné et je suis parti. Pas vite, pas en colère, juste fini. Et cette fois, elle n'a pas suivi. Les jours s'étaient refroidis, mais le parc conservait encore ce calme de fin d'automne. Des arbres nus, un vent lent, et le son de la vie se déplaçant à un rythme plus doux. J'étais assis sur un banc sous un lampadaire rouillé, un café à la main, regardant les gens promener leurs chiens, emmitouflés dans des écharpes et des bonnets en tricot. Puis je l'ai vue. Léa. Elle s'est approchée sans se presser, comme si nous ne nous retrouvions pas pour la première fois depuis des semaines, mais reprenions simplement une conversation que nous avions mise en pause au milieu d'une phrase. Elle portait un long manteau marron et des bottes couvertes de feuilles sèches. Et quand elle s'est assise à côté de moi, elle n'a rien dit au début. Moi non plus. Nous avons juste regardé le petit lac tandis que le vent agitait la surface en douces ondulations. Finalement, elle a parlé. « Tu vas bien ? » J'ai hoché la tête. J'y arrive. Un léger sourire a étiré ses lèvres. J'ai vu les nouvelles sur la décision. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si calme après, ai-je dit. Comme si quelque chose que j'attendais était juste arrivé et reparti. C'est ce que fait la vérité, a-t-elle dit doucement. Elle ne crie pas. Elle reste juste là, inébranlable. Nous sommes restés dans cette vérité un moment. Puis elle s'est tournée vers moi. Véronique m'a appelé. Ma mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que j'avais tout gâché. Que tu n'avais jamais été comme ça avant moi. Mais je pense qu'elle essayait juste de réécrire la fin dans sa tête. Je suis désolé qu'elle t'ait entraîné dans tout ça. Léa a secoué la tête. Non. Tu n'es pas responsable de son histoire, et moi non plus. Ces mots étaient lourds et libérateurs. Je pensais avoir choisi Véronique parce qu'elle me donnait l'impression d'être motivée, ai-je dit, en regardant le lac. Mais la vérité, c'est que je l'ai choisie parce qu'elle me donnait l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Comme si être avec elle faisait de moi plus que ce que j'étais. Et maintenant je sais que ce n'est pas le cas. Léa m'a regardé. Vraiment regardé. Je ne t'en ai jamais voulu, a-t-elle dit doucement. Ni à l'époque. Ni maintenant. Je me suis juste demandé ce que nous aurions pu être si tu avais choisi la paix plutôt que le bruit.
J'ai souri. Moi aussi. Elle a tendu la main vers la mienne. Lentement, naturellement. Nos doigts se sont rencontrés au milieu du banc. Pas comme une déclaration, mais comme une compréhension partagée. Et c'était suffisant. Pas de pression, pas de promesse, juste deux personnes assises dans les décombres de quelque chose de brisé. Choisissant, enfin, de ne pas porter le poids de l'épave de quelqu'un d'autre. Je les regardais, me sentant plus certain que je ne l'avais été depuis des années. Cette fois, je ne poursuivrai pas la tempête. Cette fois, je resterai là où c'était calme. Et vrai. C'était la fin de mon histoire. Mais avant de partir, il y a quelque chose auquel je ne cesse de penser. Léa est restée silencieuse pendant longtemps. Même lorsque Véronique la démolissait en privé,